Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mercredi 11 janvier, auditeurs téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue consacré aujourd'hui à l'armée malienne et au processus de recrutement lancé par les autorités. L'armée malienne qui aujourd'hui est en pleine refondation puisqu'au-delà de la mission de formation avec l'EUTM, le ministère malien de la Défense et des anciens combattants vient de lancer une opération de recrutement de 5000 jeunes dans différents corps de l'armée. 5000 jeunes qui seront originaires de toutes les régions administratives du Mali. Les opérations de sélection se feront de manière décentralisée dans tout le pays. On a vu lors des recrutements précédents qu'il fallait avoir le bras long, bénéficier d'un coup de piston pour intégrer l'armée. Pour ce nouveau recrutement, il faut être âgé de 18 à 22 ans. Les futurs soldats seront affectés au sein de l'armée de terre, de l'air, de la garde nationale et de la gendarmerie. Comment s'organisent ces recrutements concrètement? Rigueur et transparence seront-elles garanties lors de ces recrutements? Quels sont certains des défis qui attendent ces futurs soldats? Nous répondrons à ces questions et à d'autres encore avec nos invités qui sont Honorable Yaya Sangaré, membre de la commission de défense, donc membre de la majorité présidentielle, Honorable Al-Kaïdi Touré, il est de l'opposition du groupe parlementaire VRD, Dr Isiaka Kamara, enseignant à l'Université du Mali, spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Ousmane Diadi Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Fili Dambélé. Le grand dialogue. Le ministère malien de la Défense précise qu'un recrutement massif pour reconstituer une armée véritablement nationale est impératif. Il est vrai que l'armée malienne a vécu des moments difficiles face aux groupes rebelles et djihadistes en 2012, avec comme conséquence les 2/3 du pays sous contrôle. Depuis lors, l'armée a entamé un processus de reconstruction. Nul doute que multiplier l'effectif comme annoncé renforcera ce processus qui compte de nombreux défis. Nous avons avec nous donc un spécialiste de la sécurité, le docteur Isiaka Kamara. Il est également enseignant à l'Université du Mali. Quel est déjà l'enjeu premier de ces recrutements-là? 5000 jeunes, est-ce que c'est même un nombre suffisant? Bon, permettez-moi d'abord de vous remercier pour m'avoir donné en tout cas l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Et effectivement, 5000 jeunes, 5000 éléments dans un futur proche recrutés au niveau en tout cas de l'armée malienne. Et c'est vraiment en tout cas le besoin se fait ressentir. Mais sauf que je pense que plus tard j'aurai à revenir sur ça. À mon avis, le problème n'est pas simplement, c'est pas en termes de nombre même d'éléments. Au lieu en tout cas de la quantité, moi je voudrais surtout mettre l'accent sur la qualité. On va en reparler tout à l'heure. Nous avons en ligne également l'honorable Yaya Sangaré. Il est membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Alors, très concrètement, comment s'organise le recrutement de ces 5000 jeunes? Donc, je pense que ce recrutement s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la loi d'orientation des programmations militaires. Et que cela doit permettre quand même de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces d'armée de sécurité. Parce que tout le monde est unanime que l'armée malienne manque d'effectifs vu l'étendue, l'immensité de notre territoire. Et surtout face au péril, surtout à la menace djihadiste. Donc nous avons pensé que dans un programme qui va s'inscrire dans la longue durée comme une mission au regard des possibilités financières de notre pays, essayer quand même de recruter chaque année un nombre important d'éléments qui pourront faire face à ces périodes-là et qui pourront renforcer l'effectif, parce que l'effectif est largement en deçà de nos ambitions. Alors on parle de combien d'hommes qui constituent l'armée malienne aujourd'hui? Bon, vous savez que ces chiffres, c'est difficile de le dire parce que les militaires ne sont pas très communicatifs par rapport à ça, mais nous savons quand même que l'effectif que nous avons tourne autour de ceux qui sont en train de tourner entre 20 000 et 30 000, donc c'est vraiment largement en deçà de l'effectif que nous recherchons, vu l'immensité du territoire et surtout les périls qui sont en train de pointer au niveau du pays. Alors quelles sont les ambitions déjà? Il faut aller jusqu'à combien pour constituer une bonne armée selon vous? Donc moi je pense que nous sommes en train d'aller maintenant vers un ratio
il faut qu'on ait un minimum de soldats qui soient en mesure de faire face à la sécurité, à la défense territoire. Donc c'est un ratio qu'on est en train de chercher, vu que nous sommes aujourd'hui à peu près à 15 millions de personnes. Il faut qu'il y ait un ratio quand même qui puisse respecter le ratio international. Alors merci honorable, restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Un autre élu, l'honorable Al-Kaïdi Touré, il est de l'opposition du groupe parlementaire VRD. Bonsoir Al-Kaïdi. Bonsoir. Alors, un pays comme le Mali ne pouvait-il pas recruter justement avant les événements malheureux de 2012 hein, parce que le besoin ne s'est pas fait ressentir aujourd'hui. Je n'ai pas compris la question. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas recruter bien en amont? Pourquoi c'est maintenant qu'on pense à recruter? Le besoin s'est fait ressentir depuis un bon moment. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Est-ce qu'on ne devait pas anticiper? Bon, en fait, le problème ne se pose pas. Si vous voyez que c'est maintenant qu'on recrute, c'est peut-être maintenant que les conditions sont réunies. Comme mon collègue vient de le dire, il y a la loi d'orientation du programme militaire et qu'aujourd'hui, toutes les difficultés que nous rencontrons, c'est des difficultés liées souvent non pas à des armements, mais à un problème aussi d'effectifs. Donc l'effectif étant insuffisant, et tous les jours avec toutes les pertes que nous avons eues, je crois que c'est aujourd'hui que le besoin s'est fait sentir. Et je crois que ce n'est pas tous les jours qu'on peut recruter même 200 ou 300 personnes compte tenu de tout ce qui est lié à ce recrutement. Je crois que c'est aujourd'hui que le besoin absolument se fait sentir, mais c'est aujourd'hui encore la nécessité, parce qu'avec tous les problèmes qui naissent avec les attaques terroristes et tout ce qui se passe, je crois que chaque fois que nous interpellons le gouvernement par rapport à l'insécurité, le problème d'effectifs est toujours invoqué comme prétexte. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est absolument une nécessité et c'est aujourd'hui peut-être que les moyens sont réunis pour le faire, peut-être. C'est la seule raison, la seule explication, sinon je crois qu'on ne devrait pas attendre aujourd'hui. On parle également de manque de moyens, de manque de logistique et de moyens. Donc l'effectif n'est pas le seul problème. En fait, même si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les effectifs pour les mettre en œuvre, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut que les deux soient en harmonie. Il faudrait qu'il y ait suffisamment d'effectifs pour couvrir le territoire aussi vaste comme l'a dit mon collègue. Et ensuite, il faudrait les moyens. Parce que les moyens ne suffisent pas. Je crois qu'il faut une volonté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de recruter pour le recrutement. Il faut recruter des gens aptes, engagés, et qui ont l'amour de la patrie, hein, et qui vont être recrutés pour défendre la patrie et défendre ses couleurs. C'est ça la réalité. Il ne faut pas recruter pour le plaisir de le faire. Quand vous recrutez des gens qui n'ont pas l'amour du métier des armes, parce que c'est le problème aussi se pose. Tant que vous n'avez pas l'amour du métier des armes, vous vous engagez dans l'armée, c'est pour déserter après. Parce que c'est ça le problème. Il faudrait que les gens qui soient recrutés le soient et que les armements qu'on leur donne, qu'ils puissent les mettre en œuvre, qu'ils puissent les utiliser. Parce que ça ne sert à rien de payer des véhicules et d'aller les abandonner à des terroristes ou bien à d'autres djihadistes. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Il faudra absolument que ça soit en harmonie, qu'il y ait suffisamment de matériel sophistiqué et qu'il y ait aussi des hommes qui puissent animer, absolument, qui ont le métier, qui veulent le métier, exercer le métier des armes et qui veulent donner leur sang. Et que l'État aussi leur soit reconnaissant. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle de recrutement, on parle de tout, mais il y a aussi d'autres choses qui font que vraiment dans ce genre de choses-là, les choses ne se passent pas normalement. Vous le savez bien, on n'a pas besoin. Quand vous vous engagez dans l'armée, il faudrait que l'État vous reconnaisse ce que vous avez fait, que vous puissiez aller et que vous puissiez avancer parce que vous avez rendu des services à la patrie, non pour des faits artisans et par complaisance. Voilà. Merci honorable, restez avec nous également pour la suite de cette émission. Docteur Isiaka Kamara, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. On voit que la police n'est pas concernée par ces recrutements, hein, quand on sait qu'il y a aussi un manque d'hommes au niveau de la police. La sécurité intérieure en pâtit très certainement. Moins de 100 hommes pour toute la région de Gao par exemple, c'est insuffisant. Alors est-ce que vous trouvez normal que la police ne soit pas concernée par ces recrutements-là? Et effectivement, ce n'est pas normal, mais j'ai cru comprendre qu'en ce qui concerne d'abord ces 5000 premiers éléments, c'est uniquement pour les reverser au niveau de l'armée.
Et comme la police, de toute façon, ne fait pas partie... L'armée et la gendarmerie. Exactement, l'armée, la gendarmerie, la garde nationale, qui sont, en tout cas, qui constituent, si vous voulez bien, l'armée en quelque sorte. Et comme la police, de toute façon, n'en fait pas partie, je crois que pour le moment, en tout cas, ce service-là n'a pas été touché. Mais je crois que dans un futur proche, qu'il faut vraiment penser également à ça. Parce que vous avez parlé de ça. On peut, en tout cas, voir un accroissement du banditisme urbain et périurbain. Et je pense que la police, en tout cas, peut servir d'instrument pour mettre fin, en quelque sorte, à ce banditisme. Parce que nous savons que, en tout cas, quand il est question de l'intérieur du pays, c'est en tout cas essentiellement la police qui intervient. Voilà, moi je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Merci docteur. Honorable Yaya Sangaré, vous êtes membre de la commission de défense. Alors, est-ce que les groupes armés, quand je parle de groupes armés, je parle de CMA et plateformes, est-ce qu'ils sont concernés par ces recrutements également? Est-ce que les membres de ces groupes armés peuvent postuler, par exemple, pour être des militaires de l'armée malienne? Non, le recrutement concerne, je crois, tous les Maliens qui répondent aux critères qui ont été définis par l'appel à candidature. Il faut être de nationalité malienne, être célibataire, répondre à un certain nombre de moralités et jouir de ses droits civiques. Donc, raison pour laquelle cette année, ils ont voulu quand même décentraliser le recrutement pour que ça se fasse au niveau de toutes les régions. Donc, vous savez que... Toutes les régions, y compris Kidal, hein? Donc, Kidal est concerné. Donc, toutes les régions, même les nouvelles régions qui ont été créées, toutes les régions sont concernées et ça va se faire de façon décentralisée. Et comme, je ne sais pas, dans les années 70, au début de la construction de l'armée malienne, dans les années 60-70, c'était des gens qui descendaient sur le terrain et qui allaient inspecter les gens avec le corps médical pour voir ceux qui sont aptes à faire ce métier-là. Il faut d'abord qu'on soit volontaire, il faut qu'on ait les aptitudes à le faire. Donc je crois qu'on avait abandonné cette procédure. C'est ce qui a fait que n'importe qui, excusez-moi du terme, se retrouvait dans l'armée. Alors qu'on recherchait des gens qui avaient la volonté, qui avaient l'aptitude et qui pouvaient également répondre à un certain nombre de choses. Donc si ces éléments se considèrent maliens et qui remplissent à toutes les conditions, donc c'est ouvert à tous les Maliens. Mais je voulais également ajouter que, vous savez, les gens sont en train de parler un peu de l'effectif. Vous savez, au niveau de l'armée malienne, l'effectif, il faut l'apprendre avec beaucoup de prudence. Vous savez, il y a le personnel qui est réellement opérationnel sur le terrain. Et c'est des gens qu'on est en train de recruter aujourd'hui, des gens qui peuvent être réellement opérationnels sur le terrain. Et il y a le total théorique. Et dans ce total théorique-là, il y a des gens qui sont en train de partir à la retraite. Il y a des désertions. Il y a des gens qui ne sont même pas inaptes à l'exercice vraiment opérationnel sur le terrain, qui sont dans des services. Donc, ils ne peuvent pas être déployés. Donc, l'armée malienne, c'est-à-dire quand on affiche un chiffre de 22 000 ou de 30 000 personnes, ça veut dire qu'il y a au moins 10% à 15% qui ne sont pas opérationnels. Soit ils sont inaptes pour des raisons certainement d'accident ou parce qu'ils ne répondent pas à un certain nombre de choses, ou c'est des gens qui ont été pris comme étant des éléments, comme on appelle les personnes d'appui, qui ne peuvent pas être sur le terrain. Donc les nouveaux recrutements qu'on est en train de faire, c'est des jeunes qui vont être aptes et qui vont, dès la fin de leur formation, qui vont être opérationnels, qui vont monter, comme on le dit, en puissance pour pouvoir défendre l'intégrité du territoire et répondre vraiment aux assauts des ennemis. Merci honorable. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de cette émission. Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le Grand Dialogue. Nous parlons du recrutement de 5000 éléments dans les forces de défense et de sécurité au Mali. Alors, nous étions avec l'honorable Yaya Sangaré, membre de la commission de défense. Honorable, il y a une question que j'aimerais beaucoup poser, c'est comment va s'organiser ce recrutement à Kidal, vu que l'administration malienne ou l'armée malienne n'est pas présente à Kidal. Comment ça va s'organiser à ce moment-là? Non, c'est vrai, cette question, je m'attendais à ça, mais ils ont fait des zones où les déchets vont être dépouillés. Donc, par exemple, il y a la région de Caille, mais au niveau de la région de Kidal, il y a le camp, ils vont demander à ce que ça se fasse au camp Firoun. Donc, ça veut dire que les gens ne seront pas à Kidal parce qu'aujourd'hui, le camp
les zones d'opération le camp Firoun qui est à Gao. Et Menaka se feront à Gao. D'accord. Donc ceux qui veulent le recrutement ne se fera pas sur place à Kidal, mais les gens qui vont être intéressés par le recrutement viendront déposer leur dossier à Gao, et le recrutement et l'inspection se fera à Gao. Alors, merci honorable. Honorable Al-Kaïdi Touré, vous êtes membre du groupe parlementaire VRD de l'opposition. Alors, vous comprenez que Kidal puisse être organisé de la sorte? Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre solution, parce que moi je leur ai toujours dit, Kidal, on parle de Kidal du Mali, mais Kidal n'est pas le Mali. C'est ça. Parce que moi je reste constant dans mon analyse. Mon analyse est toute simple. Depuis les accords de Ouagadougou jusqu'à maintenant, et l'intégrité du territoire du Mali ne souffre de l'homme d'aucun doute. Mais jusqu'à présent, on trouve toujours un moyen pour dire qu'il y a ça qui manque pour qu'on aille à Kidal. Ça pose problème. Donc dans tous les cas, nous, on n'est pas au gouvernement. Si le gouvernement décide d'organiser un recrutement dans les conditions, dans quelles conditions que ce soit, nous acceptons de la même manière que quand nous avons décrit les conditions dans lesquelles les élections communales devraient tenir, on est venu nous rétorquer que malgré tout nous sommes présentés. Bon, on ne comprend rien. Quand les choses ça ne va pas, il faudrait le dire. Il faut le dire de manière claire pour que les gens puissent comprendre. Kidal, c'est Mali. Si Kidal est le Mali, on devrait pouvoir organiser tout ce qu'on peut organiser dans une autre région du Mali. Donc, je crois que de ce point de vue, je reste constant. Et pour moi, tout ça, c'est trop ambigu, tout ça, ça ne se comprend pas. Et je crois que, encore une fois, il faudrait qu'on revienne à des choses que nous pouvons comprendre, que nous pouvons peut-être expliquer. Parce que quand on ne peut pas expliquer une situation, qu'on dise que la situation est inexplicable. Mais qu'on veut nous faire croire que Kidal et le Mali, chaque fois on trouve des prétextes pour dire que pour telle raison, on ne peut pas organiser tel ou tel événement qui devrait se passer dans telle ou telle raison. Mais honorable, est-ce que vous trouveriez judicieux qu'il y ait un recrutement dans l'ensemble des régions du pays et que Kidal n'en fasse pas partie? Mais je dis que c'est absolument normal. Mais pourquoi ne pas l'organiser là? Si ça devrait être organisé au chef-lieu de région, pourquoi ne pas organiser ça au chef-lieu de région? Pourquoi le délocaliser? C'est ça le problème. Le problème, c'est à ce niveau. Je suis entièrement d'accord avec, mais pourquoi il va y avoir encore des spécificités par rapport à Kidal? Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes encore à Kidal et que Kidal n'est pas totalement du Mali. Et ça, c'est ce que je voudrais dire. Merci, honorable. Sinon, c'est absolument logique et normal. Merci beaucoup, honorable. Alors, Docteur Isiaka Kamara, enseignant et spécialiste des questions sécuritaires, dites-moi, on a beaucoup parlé du mécanisme opérationnel conjoint qui a tardé à se mettre en route, mais qui finalement est en route. Quel sera donc le sort, selon vous, de ces hommes du MOC? Est-ce qu'eux seront recrutés d'office au sein des forces armées maliennes? Bon, je pense que effectivement, en tout cas, si je m'en tiens à ce qui se dit actuellement, et effectivement, on peut dire que effectivement, ils seront recrutés d'office au sein de l'armée malienne, mais sauf que on sait que il y a toujours, en tout cas, une discordance entre ce qui se dit et ce qui se fait en réalité. Voilà, c'est ça qui, en tout cas, m'inquiète un peu. Alors, on a la chance d'avoir avec nous un membre de la commission défense, l'honorable Yaya Sangare. Il va peut-être pouvoir nous répondre à cette question-là. Honorable, alors, quel est le sort, justement, de ces éléments du MOC, 200 de la plateforme, 200, un peu plus de 200 maintenant, d'ailleurs, de la plateforme, un peu plus de 200 également la CMA. Est-ce que ces hommes seront recrutés d'office au sein des forces armées maliennes? Oui, bon, je dois rappeler quand même qu'il y a un accord, ce qu'on appelle l'accord pour la paix, la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a quand même des dispositions. Et le Mali a souscrit en même temps que les anciens groupes armés. Et je pense qu'il avait été demandé à ce qu'il y ait un processus de recrutement. Donc les critères ont été définis. Je crois que les officiers maliens, en rapport avec nos amis des Nations Unies qui sont venus en appui pour nous aider à sortir de cette crise-là, il y a eu beaucoup de rencontres pour essayer de mettre quand même des critères pour que ce ne soit pas un fourre-tout.
mais il faudrait quand même que le Mali aille... Donc il y a eu une sélection rigoureuse pour choisir les éléments qui constituent ces patrouilles mixtes. Et qu'en ce moment, si les gens doivent venir, il faudrait quand même qu'on doit y répondre à un certain nombre de choses. Parce que ceux qui ont tué leurs frères d'armes pour quitter, ceux qui sont comportés d'une certaine manière, et ceux qui ont fui parce qu'ils étaient menacés, parce que en cause ce qu'on appelle l'utilité faciale, parce qu'ils sont tamachiaques ou bien ils sont appropriés à telle personne. Donc on a dit en ce moment de faire un tri pour voir qui peuvent être acceptés. Donc en résumé, effectivement, il y a des gens qui vont être acceptés avec leur grade, et il y a des concessions qui vont être faites de part et d'autre, mais l'armée malienne, quand même, les officiers maliens ont été très fermes là-dessus. N'importe qui ne va pas être accepté dans la nouvelle armée qu'on est en train de construire, parce que tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de notre armée. Certainement, il y a des habitudes qui sont installées et qu'il faut maintenant essayer vraiment de pallier ces habitudes-là. Donc on a dit, la nouvelle armée qu'on est en train de construire, il faut faire en sorte que ces nouvelles recrues ne soient pas contaminés par les anciennes mauvaises habitudes qui sont installées au niveau de l'armée. Donc ceux qui vont venir au regard de l'accord que nous avons signé avec la communauté internationale, nous allons voir les critères qui ont été établis en côté commun accord. Ceux qui répondent à ces critères-là vont être associés. Mais ils ne vont pas être associés comme dans les anciens accords. Merci honorable. Alors on parle également de manque de moyens au sein des forces de défense et de sécurité. Est-ce que ces nouveaux arrivants disposeront de moyens suffisants? Bon, les moyens, justement, on est en train de chercher, c'est ce qu'on a dit, les moyens n'existaient pas, mais on a fait une programmation, c'est ce qu'on a appelé la loi d'orientation de programmation militaire, qui a essayé quand même de réfléchir par rapport à tout ce qui doit être donné à une nouvelle armée combattante républicaine qui soit en mesure de faire face aux menaces que vit le pays aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle on a fait une loi de programmation sur 5 ans avec les ressources financières adéquates, 1200 milliards sur 5 ans. Et chaque année, c'est des fonds qui sont en train d'être mis en place pour dépasser les infrastructures. Il y a le recrutement, il y a le vecteur aérien. Donc, tous les équipements qui doivent être donnés à l'armée pour que l'armée soit dans des conditions de pouvoir bien travailler. Donc, les conditions viendront au fur et à mesure. Et l'État va faire des efforts, la communauté nationale va faire des efforts, et même ces nouvelles recrues qui seront dans l'armée aussi vont accepter un certain nombre de sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des moyens de l'équipement, il faut quand même que les gens qu'on va recruter soient d'abord, il faut que l'équipement se fasse d'abord dans la qualité, il faut que les gens qui viennent soient vraiment des gens avec un mental fort, des gens qui vont accepter maintenant qu'ils doivent se sacrifier pour notre pays, c'est des gens qui vont respecter leur serment d'engagement au niveau de l'armée. Donc les autres moyens vont suivre. Et je crois qu'aujourd'hui, le pays, les Maliens sont prêts à donner les moyens qu'il faut à notre moyen, parce que tout le monde sait que le péril est là. Alors donc, si je dis aujourd'hui qu'il n'y aura aucun problème de moyens pour ces recrues-là, j'aurais raison. Hein? Donc, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas aucun problème de moyens, mais je suis sûr que les plus hautes autorités ont compris aujourd'hui qu'il nous faut une nouvelle armée combattante. Et les Maliens aujourd'hui ont compris qu'il y a un péril, il y a une menace qui est là, qui peut même vraiment impacter sur les fondements ou les fondations de notre État, et personne ne souhaiterait avoir une armée qui ne soit pas une armée qui soit en mesure de défendre non seulement l'intégrité, mais d'assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau du territoire national. Donc les Maliens aujourd'hui, je crois que même au niveau de ceux-là, nous qui sommes les députés, nous sommes prêts à voter toutes les ressources nécessaires pour que l'armée soit une armée qui réponde non seulement aux ambitions de notre pays, mais qui puisse donner l'honneur ou la réputation que le Mali avait de par le passé. Merci. Honorable Al-Kaïdi Touré, vous êtes député, membre du groupe parlementaire VRD de l'opposition. Les défis sont nombreux. Hein. On parle également de manque de formation au sein des forces armées. Quel type de formation, justement, de quel type de formation bénéficieront ces recrues? En quoi est-ce que ça va être différent de la formation que les anciens, qui ont été largement critiqués, en quoi est-ce que ça va être différent? Bon,
en fait, j'ai entendu mon collègue. Moi, en fait, vous savez qu'on parle de moyens. Les moyens seuls ne suffisent pas. Nous, on peut voter une loi pour qu'on donne les moyens à l'armée. Mais si ceux qui doivent leur donner ces moyens ne leur donnent pas, si les matériels appropriés ne le sont pas. Parce que ce qui est sûr, aujourd'hui, à l'unanimité de tous les acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit les organisateurs de ces recrutements, que ce soit les hauts gradés dans les corps en question, sont unanimes là-dessus que pour ce qui est de l'état de lieu, les recrutements passés n'ont pas été faits de manière orthodoxe. Dès l'instant que les recrutements n'ont pas été faits de manière orthodoxe, vous voulez qu'un handicapé puisse faire quoi dans une armée? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'un handicapé fasse bien? Donc il n'est pas apte. Quelqu'un qui n'est pas apte, quelle formation vous allez lui donner? Moi, je ne parle pas de formation, c'est-à-dire la formation là, c'est d'abord un homme apte à accepter, à acquérir une formation. Un homme qui n'est pas apte, il va acquérir quelle formation? Dites-le-moi. Donc c'est ça, ce n'est pas les problèmes de moyens, ce n'est pas les problèmes de formation, c'est qu'il y a un problème qui est là, c'est qu'il faudrait qu'on recrute d'abord des gens qui soient aptes, qui répondent aux conditions, qui répondent aux normes, qu'on respecte les règles au niveau international, toutes les normes, c'est ça d'abord. Et que ceux qui sont là pour les diriger, soit des formateurs aguerris et qui vont leur donner la formation qu'ils alors les missions de formation de l'EUTM, par exemple, European Union Training in Mali, qui ont formé plusieurs bataillons de l'armée, ont quand même eu des résultats sur le terrain. Mais ce n'est pas le problème de résultats sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'armée est mal formée. C'est parce qu'il y a un problème d'organisation sur le champ. C'est tout. Je vous dis, je prends un exemple. La route de Goundam-Tombouctou, aujourd'hui, c'est la route de la mort. Tout le monde sait là où il y a le danger. On ne fait rien pour stabiliser cette zone. Vous voulez que l'armée réussisse quoi? L'armée elle-même, parce que tout le problème qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que l'armée elle-même est en prison au nord. Elle va faire quoi? Elle est en prison. Grâce à ces mêmes forces-là qui sont venues pour nous aider, l'administration nous sert à quoi? C'est ce que je dis, elle ne sert à rien. Maintenant, les gens sont formés. On ne leur laisse pas le temps de montrer, de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu en formation. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne feront absolument rien. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne décris pas la formation. Mais même les Européens ont dit que la formation n'était pas adéquate. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas un technicien en la matière. Je ne peux pas dire que le militaire est mal formé ou pas mal formé. Mais ce qui est sûr, la première condition d'abord, il faudrait que tous les critères soient remplis pour qu'on accepte d'entrer dans l'armée. Et les critères sont les critères d'abord physiques. Il faudrait absolument qu'on ait l'amour de sa patrie, parce qu'on va aller donner sa vie. Et en ce moment, il faudrait qu'en arrière aussi, que le gouvernement sache que celui qui s'engage dans l'armée, c'est sa vie qu'il va donner. Et en ce moment, il faudrait qu'on se souvienne jusqu'à l'éternité de ce qu'il a fait pour la patrie. C'est ça. Je crois que ce n'est pas l'argent le problème, ce n'est pas le matériel le problème. Il faudrait d'abord qu'il y ait des hommes aptes, des gens qui se soient engagés parce qu'ils ont l'amour et qui veulent défendre la patrie, et que derrière tous les moyens qu'on donne aussi soient mis dans ce qui a été demandé. Ce n'est pas pour aller faire autre chose, c'est justement pour acquérir de nouveaux matériels pour l'armée. Et il faudrait qu'ils aient la formation adéquate. Vous avez amené un avion, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui ne sait pas diriger un hélicoptère, sert à quoi s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse l'utiliser. Voilà le problème. Donc il faut que la formation à tous les niveaux soit bien suivie et que sûrement on le fasse dans des critères absolument transparents. Et malheureusement, c'est ce qui ne va pas se faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, les politiques, c'est eux qui interviennent dans le recrutement. Nous allons nous engager peut-être à ne pas demander une intervention. Mais si on ne demande pas une intervention, il faudrait que les hauts gradés aussi et les organisateurs aussi acceptent de faire la transparence, c'est ça. Mais quand on leur demande, ils disent, ouais, c'est les politiques qui interviennent. Mais quand on les laisse les mains libres aussi, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand est-ce qu'on va changer? Tout le monde est unanime là-dessus qu'aujourd'hui, on a besoin d'armée, une armée qui va faire des résultats. Mais l'armée ne peut pas faire des résultats si nous-mêmes, nous n'acceptons pas de changer de comportement. Merci. Absolument. Il faut que nous les assistons, que nous les aidons, mais que nous acceptons au moins qu'on prenne les bons. Ça, c'est la. Merci, honorable. Alors, nous prenons quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté au Grand Dialogue. Nous parlons du recrutement de 5000 éléments dans les forces de défense et de sécurité au Mali. Alors, nous donnons la parole au docteur Isiaka Kamara. Il est enseignant à l'université et spécialiste des questions sécuritaires. Vous avez entendu l'honorable Al-Kaïdi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Comment au Mali surtout, on a beaucoup parlé, on a beaucoup critiqué les modes de recrutement souvent. On a dit qu'il fallait être pistonné pour aller dans l'armée, qu'il fallait avoir un parent par-ci ou par-là pour être dans l'armée. Alors, est-ce que vous pensez que ces recrutements-là se feront de manière transparente cette fois-ci? C'est ce que je désire le plus. Sauf que je ne peux quand même donner l'assurance totale. Parce que vous êtes optimiste. Voilà, je suis optimiste. Mais sauf que, en tout cas, je pense qu'à travers ce que nous venons de traverser, et comme Laurent en tout cas l'avait souligné, que les uns et les autres doivent comprendre qu'on ne peut plus procéder au clientélisme au niveau de ces recrutements-là. Qu'il est vraiment temps de prendre en tout cas les hommes qu'il faut et de les confier en tout cas cette mission qui consiste à protéger notre patrie. Parce qu'il a souligné un point très intéressant. Je m'inscris effectivement en tout cas dans sa logique, sauf que j'ajoute qu'il faut mettre un accent également sur la formation. Parce que l'un des défis auxquels actuellement le Mali fait face, c'est une inadéquation des forces et de la législation face aux nouvelles formes de criminalité. Et moi, je pense que ces nouveaux éléments qui seront bientôt recrutés, on doit les former de manière à faire face à ces nouvelles formes de criminalité. Parce que nous savons que la société est dynamique, les gens sont dynamiques, les phénomènes changent. Auparavant, le militaire avait affaire en tout cas à certains problèmes. Souvent, la nature même de ces problèmes aujourd'hui a changé. Et le militaire également doit changer avec. Et c'est pourquoi moi je dis que oui, il faut également mettre l'accent forcément sur la formation, de manière que ces nouveaux éléments puissent faire face à toute forme de criminalité. Merci. Alors, l'honorable Yaya Sangaré de la commission de défense, est-ce que la rigueur et la transparence seront au rendez-vous lors de ces recrutements-là? Parce qu'on a vu qu'il y a eu énormément de critiques des différents régimes qui se sont succédés par rapport au mode de recrutement où il fallait être pistonné par un parent proche ou un haut gradé de l'armée pour pouvoir intégrer l'armée, ou parfois même il fallait mettre la main à la poche pour pouvoir être militaire. Moi, je pense que nous sommes maintenant condamnés à changer de méthode. Parce que, vous savez, tout ce que nous avons posé comme acte et tout ce que nous avons commis comme erreur, ce sont ces erreurs-là qui sont en train de rattraper le Mali. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de se focaliser sur 2012, 2013, 2015, avec les GSEC, les recrues tactiques stratégiques que nous avons eu à déplorer, mais parce que ça, c'est les conséquences des mauvais recrutements que nous avons eu à faire sur 10 ans, sinon sur plus de 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons été rattrapés par ça. L'armée malienne était l'armée la plus glorieuse au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si nous sommes tombés dans ça, ça veut dire que nous avons mis dans l'armée des gens qui n'étaient pas aptes à assumer cette fonction, ce métier-là. Parce que c'est un métier de sacrifice ultime. Donc je pense que comme nous avons tiré les leçons, il va falloir maintenant que nous partons maintenant vers une armée véritablement nationale. Une armée véritablement qui ne pourra pas parler de fils. Il ne faudrait pas qu'on fasse une armée maintenant, je ne sais pas, d'hérédité. C'est-à-dire que parce que je suis général, je dois aller à la retraite, je mets mon enfant, je suis colonel ou bien je suis député, que je mets mon enfant. Il faut maintenant que l'entrée au niveau de l'armée soit fondée sur des aptitudes physiques et morales, sur l'engagement individuel de celui qui veut entrer dans l'armée. Ce n'est pas parce que son père l'a conseillé, mais parce que tu veux venir dans l'armée. Il faut que vraiment il y ait cet engagement individuel. Il faudrait également qu'il y ait ce patriotisme-là. Nous avons vu en 2012 des militaires, vraiment sur des vidéos, qui disaient que vraiment rien ne sert de mourir pour le Mali. Alors que l'engagement, le serment d'un militaire, quand tu t'engages dans l'armée, c'est dire que je suis prêt au sacrifice ultime pour défendre mon pays. Donc voilà des choses qui ont manqué, qui nous rattrapent, qui ont fait aujourd'hui et qui ont fait un moment que nous avons perdu les 2 tiers de notre territoire. Qui font aujourd'hui que l'armée malienne n'est pas en mesure d'avoir de bonnes tactiques. L'armée malienne aujourd'hui n'a pas des gens vraiment qui disent, des gens braves qui pouvaient affronter. Nous avons connu des militaires maliens qui étaient chantés partout, depuis les Tibicila
même le général Kafougou Nakouane et les Chaka Kone, ça c'est des gens qui ont été cités ici. Mais pourquoi aujourd'hui on n'en cite pas? On parle de beaucoup de généraux au niveau de notre armée. Ces généraux ont servi à quoi? Ça, c'est des réalités qu'il faut dire. Mais de plus en plus, je pense on en cite encore, puisque le général Didier Dako s'est fait distinguer. Pour laquelle on est en train de dire maintenant, il faut aller à la transparence, il faut mettre maintenant des critères, il faut mettre des critères basés sur les aptitudes physiques, sur les aptitudes morales, sur l'engagement individuel de l'individu, du candidat, sur le patriotisme, et aller vraiment à une véritable armée nationale qui va intégrer tous les fils du pays, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest, qu'ils soient Sonraï, Bambara, Tamashek, que vraiment nous avons véritablement une armée nationale. Donc, en ce moment, moi je pense aujourd'hui qu'on est en train d'aller vers la moralisation du processus de recrutement. Et les officiers supérieurs l'ont dit, les autorités politiques aujourd'hui en charge vraiment de ce département l'ont affirmé. Et je pense maintenant, il s'agit maintenant d'appliquer ça sur le terrain pour que les interventions intempestives puissent vraiment s'arrêter. Mais même si ces interventions doivent se faire, vraiment que ce soit des gens vraiment qui soient aptes à accomplir ça. Il y a 10 ans, 15 ans, le service de base, le service de formation de base, c'était 6 mois. 6 mois, les gens ne voyaient pas leurs enfants. Donc ils étaient soumis à toutes sortes de pressions pour que vraiment ce soit des vrais militaires. Mais on a ramené ça à 45 jours, souvent moins, et il y a des gens qui partaient même au service militaire qui ne faisaient même pas la formation de base. Donc ces gens-là qui n'apprenaient même pas à tirer. Et on n'avait même pas de munitions pour apprendre à nos militaires de tirer. Et c'est des gens qui arrivaient maintenant sur le terrain, quelqu'un qui n'a jamais vu une balle, et qui arrive sur le terrain, une vraie guerre, où qui voit la balle, qui voit le sang, comment si tu vas accepter de rester, il va fuir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est obligé d'aller à ça parce qu'on a tiré les leçons. Il faut maintenant qu'on ait un recrutement transparent, que le processus soit moralisé, que ce soit des gens vraiment aptes et que chacun puisse apporter sa contribution. Et moi je voudrais même qu'au-delà de ça, au-delà des autorités politiques, au-delà de nos officiers, il faut qu'on ait une société civile vraiment bien qui veille pour que au moins le recrutement se fasse bien, parce que si on ne le fait pas bien, ça va se retourner contre notre pays et c'est l'honneur, la dignité de l'ensemble des Maliens qui sont mis en cause. Donc on ne doit plus accepter. Les gens doivent décrier quand on voit des handicapés dans l'armée. Les gens doivent décrier pour dire que nous ne sommes pas d'accord et que les gens suivent que la formation doit se faire normalement. Et moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Les gens sont en train de dire que l'UTM, c'est vrai, c'est des gens qui sont venus nous former, mais comment des gens qui sont venus, l'armée malienne, apporter son appui par le passé aux autres pays en conflit. On a vu le cas de la Sierra Leone, on a vu le cas du Libéria, où on a vu des militaires maliens quand même qui ont pu quand même mettre fin à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est d'autres militaires qui viennent, c'est le même pays qui disent qu'ils vont venir former nos militaires, ou même des gens qui viennent de l'Europe, alors que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Un militaire formé dans le sud du Mali ne peut pas être le militaire formé dans le désert. Donc il faudra en ce moment que nous, même nous dans la formation, il faudra qu'on voit. Si c'est des gens qui vont être formés pour le désert, il faudrait quand même que le centre de formation soit déplacé. Mais si on fait la formation dans le sud, alors que le gars n'est pas habitué à comment se déplacer sur le sable, comment se camoufler au niveau du sable, comment se faire si c'est là, je ne suis pas un technicien, mais ça veut dire que la formation n'est même pas adaptée à notre terrain. Alors que le terrain, le tiers des opérations aujourd'hui, c'est à peu près 90% du territoire du désert. Merci honorable. Restez donc avec nous pour la petite fin, pour la suite de cette émission qui prend bientôt fin. Honorable Al-Kaïdi Touré du groupe parlementaire VRD de l'Assemblée nationale. Alors, dites-moi, vous les politiques, je vous accuse, vous avez été souvent pointé du doigt pour avoir amené vos listes au sein de l'armée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ces recrutements, quelle est la pression aujourd'hui qu'on peut mettre pour que ces recrutements se fassent de manière correcte? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que si tout le monde est d'accord, que tous les mots que nous décrions par rapport à ces recrutements, décrire tout le monde par tout le monde à la fois, le sont de bonne foi, je crois que le changement devrait normalement commencer par ce test grandeur nature. Parce que l'exemple doit être donné pour que nous tous nous engageons à faire évoluer les choses au sein des forces armées de sécurité. Et que désormais, les agents qui seront recrutés au sein des forces armées de sécurité le seront avec toute la rigueur. Et je dis dans le respect des normes et des règles internationales en la matière, dans la plus grande transparence. Et en disant tout simplement la leçon qu'il faut tirer, c'est que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et devoir. Et je crois que demain, la loi
tous les Maliens doivent être traités de manière égalitaire. Mais je vais rebondir sur 2 points qui ont été évoqués par mon collègue. Je suis d'accord avec tout son raisonnement, mais je dis que quand un militaire dit je ne veux pas que quand il meurt, le Mali se meurt pour rien. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il reproche quelque chose à l'État central. Et deuxièmement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait qu'on forme les militaires au vrai patriotisme. Le vrai patriotisme, c'est quoi? Quand on meurt au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, on meurt pour le Mali. On ne meurt pas pour un Soray, on ne meurt pas pour un Bambara, on ne meurt pas pour un Tamakek. Et ça, c'est l'état d'esprit qui marque beaucoup. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut absolument traiter. Et on ne peut pas les traiter qu'avec des dirigeants responsables, avec une hiérarchie responsable. Et c'est de ça que nous avons besoin. Sinon, tout ce que je suis entièrement d'accord avec lui. Je voudrais tout juste ajouter ces 2 points. C'est-à-dire, si on doit mourir, il faudrait qu'on meure pour un pays qui vous le reconnaisse. C'est ça le problème. Et le Mali, généralement, vous voyez, il y a certains dysfonctionnements qui n'honorent pas un pays. Quand vous mourrez, vous devrez être certain que votre famille sera bien traitée. Vous devrez être certain que vos enfants, les droits de vos enfants seront pris en compte. Mais malheureusement, quand vous pensez à vos femmes, vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre famille, à votre mère, à votre père étant sur le front, vous croyez que vous avez quelle morale de travailler? Vous n'avez pas. Donc vraiment, c'est ce que je voudrais ajouter à ce que l'honorable Sangaré a dit. Merci honorable. Alors, on a vu aussi, docteur Sangaré, que les renseignements deviennent un enjeu majeur de cette guerre contre la terreur. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas penser justement à avoir des formations spéciales pour avoir des agents de renseignement dignes de ce nom parmi ces recrues-là? Exactement. Il faut quand même un service de renseignement opérant. Parce que c'est vrai, jusque-là, ce service existe au Mali. Mais aujourd'hui, est-ce que peut-on dire qu'à partir de 2012, que ce service était opérant? Parce que comment comprendre dans ce cas tout ce qui est arrivé? Et d'ailleurs, la population ne manque pas souvent de le dire que l'armée a l'habitude simplement de côtoyer la population que dans un cadre de renseignement. Mais les populations ne sont même pas associées. Moi, je crois que ce nouveau service de renseignement doit intégrer tous ces éléments-là. Et la confiance également. Et la confiance gagnée. Parce que les citoyens et leur armée. Exactement. Quand vous voyez ces Français qui viennent nous aider, comment ils arrivent en tout cas à mettre la main, souvent en tout cas sur certains grands bandits. C'est en coopérant surtout avec la population. Et quand vous voyez, quand l'État en tout cas a démissionné, c'est au contraire. Ce sont les membres du ACMI et tout ça qui d'ailleurs se sont investis auprès des populations à travers certains projets et qui construisent même des puits pour en tout cas les nomades et qui offrent même des soins à ces nomades. Ça a même amené certains nomades à penser que ACMI et tout ce qui se rapporte à ces gens est purement de la légalité. Dans ces conditions normales que le service de renseignement soit dysfonctionnel. Merci docteur. Alors honorable Yaya Sangaré, une toute dernière question. On est à 1 minute de la fin de cette émission. On a vu que les militaires se sont beaucoup plaints de leurs conditions, notamment les conditions salariales. Est-ce que ces nouvelles recrues vont bénéficier de meilleures conditions? Oui, bon, moi je pense que les militaires s'étaient plaints, mais je pense que depuis l'installation du nouveau président de la République, son excellent Ibrahim Boubacar Keïta, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui ont été faits quand même à l'endroit quand même des militaires maliens. Les plaintes continuent. Sur le plan salarial, sur le plan des primes, sur le plan des conditions de travail, la tenue, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations et difficilement le soldat malien peut aujourd'hui se plaindre parce qu'on a appris quand même beaucoup de lois pouvant quand même les permettre quand même d'être dans les meilleures conditions possibles quand même pour pouvoir faire face à leur métier. Merci monsieur d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs autour de cette table. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur www.studiotamani.org. Merci honorable Yaya Sangaré, membre de la commission de défense de la majorité présidentielle. Merci honorable Al-Kaïdi Touré de l'opposition. Merci à vous docteur Isiaka Kamara, enseignant à l'université spécialiste des questions sécuritaires. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Elle a été mise en onde par Phili Dambélé. À la régie vidéo, il y avait Salim Djouara. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.